Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et nous commencerons cette émission avec un focus sur la finance durable outre-Atlantique et plus particulièrement encore au Québec, puisque nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Jacques Deforge, CEO de Finance Montréal, qui est à Paris à la tête d'une délégation venue spécialement pour Climate Finance Day. Nous évoquerons avec lui les enjeux de finance durable au Québec dans un instant. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un constat que peuvent faire un certain nombre d'entre vous actuellement qui regardent leur placement faire face à une baisse de valorisation. Cela peut avoir lieu sur les marchés financiers, cela peut avoir lieu sur d'autres types de placements, comme par exemple sur du non-coté ou des placements immobiliers. Comment faire face à une baisse de ces placements? Quelles sont les questions qu'il faut se poser? Deux questions que nous poserons à François-Xavier Seur, président fondateur de Terra et Patrimoine, mais aussi à Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. C'est dans un instant dans Smart Patrimoine. À tout de suite. Et nous commençons donc dans cette première partie de Smart Patrimoine avec un focus sur la finance durable, non pas en France comme nous le faisons actuellement, comme nous le faisons souvent, mais outre-Atlantique et plus particulièrement au Québec. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jacques Deforge, CEO de Finance Montréal. Bonjour Jacques Deforge. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Finance Montréal qui se définit comme la grappe de l'industrie des services financiers du Québec. Vous êtes finalement l'association qui rassemble un petit peu l'écosystème financier au Québec, hein, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. Alors, on est fiers de compter une cinquantaine de membres, toutes les banques canadiennes, les grands assureurs, les gestionnaires d'actifs, notre caisse de dépôt, le régulateur. On a aussi une AMF. D'accord, ouais. Comme en France. Qui s'appelle également AMF? Exactement. Le ministère des Finances du Québec, des associations, des universités, tout ce qui concerne le milieu scientifique et des sociétés de technologie aussi, des grands groupes notamment présents en France comme CGI par exemple. Donc, un beau groupe de... Et vous avez donc créé une délégation que vous dirigez, qui est actuellement en France à l'occasion du Climate Finance Day, avec cette idée de venir échanger avec l'écosystème français sur les enjeux de finance durable. Pourquoi c'était important de se déplacer pour venir échanger avec les acteurs français? Mais écoutez, premièrement, pour vos auditeurs, peut-être ne le savent pas, mais il y a une relation historique, bien sûr, entre la France et le Québec qui va au-delà des images, des grands arpents de neige, comme on dit, mais c'est une porte d'entrée naturelle pour la France en Amérique du Nord. Et donc... de manière générale, pas forcément de sur manière les sujets générale, financiers. sur une foule énormément de Français expatriés au Québec, par exemple. Et le Québec, au sein de l'Amérique du Nord, est une société un petit peu distincte. Pas nécessairement d'un point de vue politique, mais d'un point de vue socio-économique. C'est quelque chose qui ressemble assez proche de ce qu'on a en Europe au niveau programmes sociaux, etc. Ce qui fait que le contexte est extrêmement propice au développement de la finance durable. D'accord. On a la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord, le Mouvement des Jardins. On a des fonds d'investissement qui ont été créés par les syndicats, et j'en passe. Donc, sur cette base, disons, propice, le Québec se développe très, très rapidement sur l'industrie de la finance durable au niveau international. Donc, et ce, indépendamment du lien qu'il peut y avoir avec la France, là, c'est en lien avec les spécificités du Québec. Oui, je veux dire, ça émane de ce qu'est le Québec aujourd'hui, le Québec financier. Mais compte tenu de la relation historique, on a développé énormément d'échanges avec la France. On a une entente, par exemple, au niveau de la FinTech. D'accord. Qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On est actif en FinTech. On a une entente, notamment avec Finance for Tomorrow, pour établir une sorte de corridor d'échange de bonnes pratiques, d'échange de connaissances à tous les niveaux. Et donc, la mission, effectivement, que je dirige aujourd'hui avec certains de mes collègues, ont un programme assez intensif sur quelques jours pour rencontrer tous les intervenants de la place financière de Paris, que ce soit des joueurs tels que BNP Paribas ou CACIB, ou que ce soit le régulateur, votre AMF, la Banque de France, etc. Donc, et on retire de très bonnes idées, d'ailleurs. Donc l'idée, en fait, c'est de venir expliquer comment vous faites au Québec, d'écouter comment ça se fait en France et d'échanger des bonnes pratiques pour améliorer ou en tout cas faire accélérer ces enjeux de finance durable des part et d'autre de l'Atlantique, c'est ça? Absolument, exactement. Je pense que tout intervenant en matière de finance durable vous dira que ils n'ont pas la solution, ils n'ont pas toutes les réponses à toutes les questions. Par contre, quand on se met en commun, on trouve des bonnes idées, bien sûr. Et cette mission le révèle à chaque rencontre. Et alors, expliquez-nous, du coup, vu que vous avez cette vision des deux côtés, on fait les choses très différemment en France et au Québec?
Oui, il y a des différences importantes. Les observateurs vous diront que la finance durable en France a connu une impulsion majeure autour des accords de Paris, comme bien sûr. la COP21 en 2015. Et les pouvoirs publics français ont été très proactifs. Et le secteur privé a suivi. Au Québec, on n'est pas tout à fait dans le même mode disons, d'action. C'est le secteur privé qui a mené la charge, si vous voulez, à travers Finance Montréal, mais aussi, indépendamment de Finance Montréal, comme je vous l'ai expliqué, sont des joueurs qui ont eux-mêmes un très grand intérêt pour tout ce qui est finance responsable, finance ESG. Et donc, nous, on capitalise sur cette volonté des joueurs locaux pour accélérer le mouvement, si vous voulez. Et pourquoi c'est plus porté par la sphère privée que par la sphère publique? C'est parce qu'il y a un lien historique, oui. Il y a une prise de conscience des acteurs privés? En fait, si vous voulez, quand vous avez, je ne sais pas, par exemple, des fonds d'investissement qui ont été créés par des syndicats avec des valeurs d'engagement social très, très importantes. Quand vous avez un mouvement ou une coopérative au-delà de 50 000 employés qui depuis plus d'un siècle, travaille pour retourner les bénéfices dans la communauté, donc il y a une prédisposition. En fait, beaucoup de gens disent on était dans l'ESG avant qu'on parle de ESG. Alors ça, j'ai envie de dire tout le monde le dit pour le coup, mais... C'était vrai, c'était vrai. C'était un écosystème assez particulier qui s'accélère aujourd'hui. Donc, c'est un peu pour ça que le secteur privé était à l'avant-garde. Ce qui ne veut pas dire que le secteur public ne suit pas, au contraire, loin de là, mais parce on travaille très étroitement avec le ministère des Finances du Québec, par exemple. D'accord, ouais. Donc, on a un petit peu une co-entreprise entre le privé et le public, ce qui nous permet de travailler, de faire avancer des dossiers, puisque dans tout dossier de finance durable, finance responsable, il y a un élément cadre réglementaire extrêmement important aussi, de réglementation. Donc, on a le meilleur des deux mondes. Donc, comme on est une petite société, au Québec, c'est moins de 10 millions d'habitants, ça fait une proximité des acteurs qui est unique. Donc, plus d'échanges, du coup, peut-être Plus d'échanges, plus d'agilité, peut-être. Je dirais pas plus d'agilité, mais une certaine agilité, une façon de faire les choses à l'américaine. Donc, si je comprends ce que vous nous dites, c'est que finalement, ce que vous constatez, c'est qu'en France, c'est d'abord porté par les pouvoirs publics et ensuite, rapidement derrière, par la sphère privée, alors que c'est plutôt l'inverse au Québec. Si on veut simplifier... Oui, si on caricature, ça m'engage moi, mais effectivement. Est-ce que ça veut dire que vous constatez, par exemple, des blocages au Québec qu'on n'a pas en France, ou à l'inverse, des blocages en France qu'on n'aurait pas au Québec? Bon, je n'ai pas fait une étude comparative. Bien sûr. Non, mais dans vos échanges, peut-être, ou des choses qui sont faites de manière différente. Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Je n'ai pas analysé mes rencontres avec ce prisme de lecture, mais... Non, je reviens à ce que je vous disais. Les gens, sincèrement, cherchent des réponses à des questions qui sont très complexes. Et elles n'iront pas en s'améliorant, puisque, à titre d'exemple, on a dans 2 mois à Montréal la COP15, oui, bien sûr, qui porte sur la biodiversité, bien sûr, et toute la question de la biodiversité et de l'impact, et ce que la finance peut faire pour la biodiversité, est autrement plus complexe que ce qui touche le climat. Et déjà, le climat, c'est complexe. Parce que le climat, c'est global, c'est du carbone. Bien sûr, c'est assez simple. La biodiversité, c'est très géolocalisé. La biodiversité au Québec n'est pas la même qu'en France, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là? On n'en sait rien. Et donc, ça veut dire que là, on va avoir du mal, par exemple, à tracer des routes communes pour tout le monde. Il va falloir adapter en fonction de chaque région, en fonction de chaque activité professionnelle. Exact. Oui. Donc, on est quand même, on a de l'espoir que les choses se débloquent à Montréal. On espère avoir un accord de Montréal. On verra, c'est à suivre. Rendez-vous dans 2 mois. Sur ce sujet-là de la biodiversité. Alors, je regardais un petit peu ce que faisait Finance Montréal avant cette émission. J'ai vu que vous aviez fait signer une charte d'engagement en faveur d'une finance durable. Donc, effectivement, il y a des engagements concrets qui sont pris au Québec. Tout à fait. Alors, exactement. Alors, ce n'est pas une énième charte teintée de bons vœux et dépourvue d'action. C'était exactement pas ça qu'on voulait faire. On a réuni nos membres et, en fait, au-delà de nos membres, chez Finance Montréal, les joueurs qui étaient intéressés à le joindre, et l'engagement de ces gens-là, qui représentent au-delà de 1 000 milliards d'actifs, c'est de créer des conditions favorables à l'émergence de la finance durable. D'accord. Donc, on travaille sur les moyens. Alors, je vais reprendre l'exemple de cette coopérative qui s'est engagée à former quasiment tous ses employés à des notions de base en termes de finances responsables. D'autres, c'est l'incorporation de politiques ESG dans les politiques de placement, etc. Donc, à travers un menu, si je peux dire, un choix multiple d'engagements possibles, au-delà de 40 signataires, je pense maintenant, se sont engagés à poser des actions et nous, on fait un petit peu un suivi de ça. Donc, c'est ce qui permet de mobiliser l'écosystème pour développer les conditions propices à la finance durable, qui est la finance de demain.
Alors justement, développer les conditions propices, j'ai envie de vous poser une question. Régulation en France et en Europe, on a des discussions au niveau européen justement pour harmoniser la régulation qui va permettre ensuite aux acteurs de tous parler de la même chose quand ils font de la finance durable. On entend d'ailleurs beaucoup d'acteurs français dire que ça simplifie finalement leur démarche aujourd'hui puisqu'on a un référentiel commun pour tout le monde. Là aujourd'hui on parle de Québec. Québec qui est dans un pays plus grand qui s'appelle le Canada, qui lui-même dépend d'un continent dans lequel on va retrouver les États-Unis. Au niveau régulation aujourd'hui, on en est où concrètement ? Ben écoutez, je pense que ce qui rejoint un peu toutes les zones géographiques, c'est une volonté je dirais, de standardiser les choses. Parce que pour un investisseur et pour un émetteur, on y perd son latin, si on peut dire. Et donc, si on veut avoir une compréhension commune et une mesure commune de la performance par rapport aux engagements que les gens prennent sur le climat, il faut avoir une norme commune. Alors, je ne suis pas un expert de la réglementation, bien sûr, donc nous, on milite vers ça. Par contre, ce qui est notable, et ça, je tiens à le souligner, le Québec s'est démarqué l'an dernier. Lors de la COP26 à Glasgow, il a été annoncé que l'ISSB, qui est l'International Standard Sustainability Board, qui émane des IFRS, les normes comptables. Bien sûr. L'ISSB a été fondé et 2 bureaux ont été désignés, Francfort d'un côté et Montréal de l'autre côté. Et l'ISSB va être chargé d'émettre les normes de divulgation extra-financière, donc tout ce qui touche les mesures ESG. Bien sûr. Oui. Et donc, nous, notre contribution, ça va être de supporter l'ISSB à travers tout notre écosystème, les universités, l'intelligence artificielle, de façon à contribuer à l'émergence de ces normes qui vont, selon les experts, grandement faciliter la mesure de la performance sur les engagements qui sont pris par les différents joueurs. Donc, je pense qu'on s'en va dans un mouvement positif. Et à cet égard, le Canada et le Québec en général jouent un petit peu un rôle, encore une fois, de pont entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'il faut que ça soit mondial, il faut que ce soit global, cette norme-là. Sachant que pour le moment, effectivement, si je parle de régulation de manière plus générale, il n'y a pas de régulation mondiale, donc il va bien falloir faire des ponts entre différentes régulations, exact. Même si toutes les régulations ou toutes les réflexions en matière de régulation n'en sont pas au même niveau aujourd'hui. Merci beaucoup, Jacques Deforge, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes CEO de Finance Montréal. Merci donc, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos placements, quels qu'ils soient, sur les marchés financiers, placements dans le non-coté, placements immobiliers ou autres. Nous allons nous poser une question centrale, comment réagir face à la baisse de ces placements ? On rajoutera peut-être une question avant ça, c'est faut-il réagir face à la baisse de ces placements ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Bonjour Xavier Prin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, merci de nous accompagner et nous avons le plaisir d'accueillir également François-Xavier Seur, président fondateur de Terrae Patrimoine. Bonjour François-Xavier Seur. Bonjour Nicolas Pagnès. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc une question centrale, quand on constate une baisse de ces placements, on va peut-être commencer avec vous François-Xavier Seur, ensuite on vous posera la question Xavier Prin. Quand on constate une baisse de ces placements au sens large, c'est-à-dire que ça peut concerner des marchés financiers, ça peut concerner la valorisation d'un bien immobilier, ça peut concerner la valorisation d'un portefeuille dans le non-coté par exemple, ou autre type de placement. Quand on constate une baisse, automatiquement, on peut faire face à un certain nombre de questionnements, voire à une panique, on pourra peut-être en parler. Est-ce qu'il y a une méthodologie spécifique à appliquer à ce moment-là ? Oui, il y a, c'est bon, il y a quelque chose de très clair à faire. Non, la première chose à faire, c'est de prendre du recul. C'est surtout de ne pas réagir d'une façon instinctive. Il faut être dans l'analyse, il faut être cartésien, il faut prendre du recul et se dire mon placement baisse de 5, 10, 15, 20%. Pourquoi ? La première étape, c'est de comprendre pourquoi ça baisse. On est en 2022, les marchés, surtout cotés, sont mauvais. Il y a des perfs turbulents, ouais. On n'est pas loin de pouvoir dire mauvais quand même. Cette année. On écoutera Xavier Prin sur le sujet. Et en tout cas, l'intérêt est de comprendre aujourd'hui pourquoi ça baisse. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille d'actions, je suis depuis le début de l'année à moins 15, moins 20. C'est normal. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de paniquer particulièrement. Par contre, il faut comprendre pourquoi ça baisse. Et pourquoi c'est normal ? En fait, c'est si à partir du moment où mon portefeuille baisse, mais le reste baisse aussi, on considère que c'est pas si grave que ça, c'est ça ? Il y a nécessairement une corrélation entre, quand j'investis en actions, il y a nécessairement une corrélation entre mes choix d'actions et l'évolution globale du marché. Donc, c'est là aussi où on va voir la qualité d'un gérant. Si jamais mon gérant dit j'investis sur le CAC 40, que le CAC fait moins 20 et que mon gérant
gérant est à moins 40, il y a peut-être un souci de gestion et ça vaut peut-être le coup de se poser des questions sur le gérant. S'il dit j'investis sur le CAC est à moins 20, je suis à moins 15, moi je me dis c'est un bon gérant. Félicitations, la perf de votre portefeuille elle est plutôt pas mal. Alors c'est peut-être un bon gérant et peut-être que vous pouvez le considérer comme tel, mais moi je me mets du point de vue de l'investisseur particulier et qui va considérer qu'à moins 15, il a quand même perdu 15%. Il a perdu 15% et du coup la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a 3 solutions, c'est relativement simple: vendre, conserver ou réinvestir. La meilleure des réactions, la plus traditionnelle, on va dire en tout cas, c'est au moins de ne rien faire, de se dire ça a baissé, je comprends pourquoi ça a baissé, ce n'est pas lié à la qualité de la gestion ou à la qualité du sous-jacent, donc je conserve mon investissement, ça fait 1 an, 2 ans que je suis investi, je suis en moins-value, je suis à moins 10, moins 15, mais je m'étais donné, c'est de l'investissement action, c'est de l'investissement long, donc je m'étais donné 8 ans, 10 ans, donc j'ai le temps. Donc si je vous suis, ça veut dire que ce soit des marchés actions, que ce soit un bien immobilier, si mon placement baisse mais que tout baisse, pas de panique. Alors qu'en fait, c'est contre-intuitif. Moi, on pourrait plutôt se dire on va commencer à paniquer. Alors que si mon placement baisse alors que tout monte, là, on peut commencer à se dire qu'on a fait un mauvais investissement, c'est ça? Oui, et ne rien faire en finance, c'est déjà faire quelque chose. Alors, on va continuer la méthodologie avec vous dans un instant, mais j'aimerais vous entendre également Xavier Prin, donc directeur marketing de Boursorama. On va plus parler de marché financier. Encore que, on peut élargir à d'autres placements. Que faire quand je constate une baisse de mes placements? Est-ce que vous nous dites, comme François-Xavier Soeur, que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose? Non, je partage tout ce qui vient d'être dit, peut-être en complément, mais je pense qu'on pourrait le partager aussi, c'est de se poser la question de la diversification de ses placements. Alors on parle de marché, mais via les marchés, on peut investir sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier, le private equity. Bref, on peut faire une allocation de ces placements sur toutes ces classes d'actifs. Et donc quand on constate une classe d'actifs baisse, en ligne ou pas avec le marché, l'idée c'est de regarder si on est trop exposé ou pas assez exposé sur certaines classes d'actifs, celle-là plutôt qu'une autre. Et donc je pense que là, dans la période qu'on traverse, qui est extrêmement compliqué de comprendre et d'envisager les tendances, je pense que c'est un peu tarte à la crème de dire qu'il faut diversifier ses placements, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que un jour on va vous dire il faut faire de l'obligataire, il faut faire de l'obligation sur des entreprises européennes parce qu'elles vont commencer avec la remontée des taux à offrir des placements, des rendements très intéressants et plutôt sécurisés. Mais là on va avoir la réunion de la Fed dans 2 jours, on va avoir la publication des résultats du 3e trimestre, peut-être qu'ils vont être meilleurs qu'attendus pour les sociétés cotées, du coup les actions vont repartir. Donc je pense que là, nous en tout cas, ce qu'on essaye d'expliquer à nos clients, c'est diversifier ses placements au travers de diverses enveloppes d'ailleurs qui sont à disposition de n'importe quel investisseur particulier. 2, faire de l'épargne programmée. C'est-à-dire que pour éviter et lisser les effets de marché dont vous parlez, c'est d'investir petit à petit et de se constituer une épargne dans le temps. Parce que nous, nos investisseurs, ils sont plutôt là sur une longue période et donc il n'y a aucun meilleur conseil à donner que de dire investis un peu, mais tout le temps. Alors, épargne programmée, donc c'est très clair. En revanche, diversifier, oui, effectivement. Sauf que, est-ce que ça, c'est pas préparer la baisse de ses placements, mais est-ce que c'est aussi une réaction quand on constate une baisse de ses placements, donc de sortir de ses investissements et d'aller diversifier au moment où on constate la baisse? Soit on n'est pas assez diversifié au moment où on constate la baisse. Donc il faut réagir. Là, c'est peut-être une bonne piqûre de rappel. D'accord, ok. Donc même quand on constate la baisse, il faut diversifier. Soit on n'est pas encore investi, et donc là, le premier conseil, c'est de dire ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, le fameux truc. Bien sûr, bien sûr. Diversifier. Enfin voilà, c'est le bon conseil de base. Mais souvent, on constate que on a tendance à, je sais pas, ouvrir un PEA et faire que de l'action en direct, ou ouvrir une assurance vie, et se dire, tiens, maintenant les placements à capitaux garantis offrent un rendement très très faible, donc je vais aller investir sur des unités de compte. Et là, je suis peut-être un petit peu perdu dans toutes les unités de compte qui sont proposées, donc je vais peut-être concentrer mon investissement sans m'en rendre compte. Bon, alors c'est là, on pourra en parler, mais c'est là où nous, des solutions comme la gestion déléguée, auprès d'un expert qui, lui, évidemment, connaît un peu toutes ces règles de base, peut être utile pour un investisseur particulier qui n'a pas le temps ni la compétence pour gérer ses placements. Mais alors, je reviens quand même sur ma question de j'ai constaté, mettons, moins 15% sur mon portefeuille, mettons action. On prend l'exemple action, mais ça peut marcher pour d'autres choses. Vous nous dites effectivement qu'il faut diversifier, mais la réaction en tant qu'investisseur particulier, ça va être de dire bon bah très bien, en fait j'ai entendu ce qu'on m'a dit, j'attends que ça revienne à zéro et puis je diversifierai à ce moment-là, puisque du coup j'ai pas envie d'accepter cette perte en question. Je vous repose la question à vous, puis après François-Xavier Soeur. Ça c'est une des réactions possibles. L'autre c'est évidemment qu'il ne faut pas être investi 100% en action.
Ça, c'est la base. Oui, dès le donc début, après, c'est ça. on Donc, peut attendre le retournement. baisse, Et après, la grosse question à se poser, c'est quoi mon horizon d'investissement? Donc effectivement, on peut attendre une remontée, parce que quand on regarde sur longue période, en général, ça se passe pas si mal que ça quand on est investi en action. Enfin, c'est ce que l'histoire nous dit, mais encore une fois, le futur, on le connaît oui, c'est pas. ça, on connaît le passé, on connaît pas le futur. Moi, quelqu'un qui est 100% en action maintenant, même si c'est peut-être un creux dans le marché, j'aurais tendance à lui dire, est-ce que tu es sûr que c'est la bonne approche, quoi. Donc, et c'est pas parce que tu diversifies que tu vas pas profiter aussi sur les autres poches de la remontée des marchés. François-Xavier Seur, vous nous disiez, donc ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Là, effectivement, on a sur cette idée de piqûre de rappel qu'il faut avoir un portefeuille diversifié. Mais si on revient à la baisse des placements constatée à un instant T, qu'on ait suivi les bons conseils ou les mauvais conseils, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc vous nous disiez d'abord, il faut se poser la question de pourquoi ça baisse. Pourquoi ça baisse? Et puis après, normalement, si on allait voir un conseiller en gestion de patrimoine, normalement, on est diversifié. On n'a pas que de l'action, on va avoir du non-coté, de l'immobilier, du côté. Donc on va avoir toutes les classes d'actifs. Donc sur une année comme 2022, on va avoir des choses positives, on va avoir des choses négatives. Et sur l'ensemble de son patrimoine financier et immobilier, on va avoir une évolution cohérente, même si certaines lignes vont souffrir plus que d'autres. Mais vous voyez, pardon, je vous coupe, mais vous voyez par exemple quelqu'un investi en actions, obligations, immobilier ou autre qui va dire, regardez, là dans mon portefeuille, les obligations montent, les actions baissent, pourquoi vous ne mettez pas tout en obligations par exemple? Là, ça va à l'inverse de la diversification, mais à court terme, ça pourrait sembler logique pour un investisseur. Parce que les stars d'aujourd'hui ne sont pas forcément les gagnants de demain. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, en 2022, qu'est-ce qui monte et qu'est-ce qui est très bien valorisé? C'est le pétrole et c'est l'armement. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des niveaux de valorisation, j'ai envie d'aller là-dessus et de dire ça monte, donc j'investis encore plus? Non, il faut garder c'est là où il faut rentrer dans l'analyse et se dire c'est très bien valorisé, il faut aller diversifier, il faut aller chercher autre chose. Quand on a une baisse, il y a deux raisons pour vendre quand on vend dans une baisse. Soit on se rend compte que l'actif pose un souci, le gérant pose un souci, à ce moment-là, il faut arbitrer, prendre sa pomme et aller faire autre chose. Ou alors, c'est qu'on a un souci d'horizon d'investissement. J'étais prêt à investir à 8 ans et je me rends compte qu'au bout de 2 ans, ça baisse, mais j'ai besoin de récupérer mon cash. D'accord. Et c'est là où on peut être poussé à vendre dans des moments qui ne sont pas forcément bons et où il va falloir se demander où est-ce que je prends. Est-ce que je prends un peu de plus-value à un endroit? Est-ce que je vends autre chose? Et c'est là où la diversification est extrêmement importante pour toujours avoir des liquidités disponibles et se laisser le temps de remonter lorsqu'il y a des gadins sur un placement financier. Parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. C'est le principe même de l'investissement financier long terme. C'est à un moment de faire de très belles plus-values, mais il faut accepter à court ou moyen terme de passer par des phases de baisse qui peuvent être importantes et stressantes. Xavier Prin, vous vouliez intervenir? Oui. Non, mais pour compléter par rapport à votre question, encore une fois, c'est une question après de répartition au sein de l'allocation et de pondération de chacune des classes d'actifs que vous avez citées au sein du portefeuille. Nous, on va juger nos experts qui nous accompagnent pour conseiller nos clients sur leur capacité à avoir la bonne pondération entre les actions et les obligations. Peut-être que s'ils sont sous-exposés ces 6 derniers mois sur les obligations d'entreprises européennes, comme je l'ai cité tout à l'heure, peut-être que c'était une erreur et donc ça se corrige. Mais c'est pas soit tout en action, soit tout. Non, bien sûr. C'est la pondération et la capacité à réagir face au marché pour accompagner les tendances. Après, encore une fois, si on avait la solution miracle, ni vous ni moi ne serions sur le plateau. Les obligations montent, il faut être 100% d'obligation. Oui, je le savais depuis 6 mois. Ça n'existe pas. Mais vous avez raison. Mais je vous pose la question parce qu'on peut facilement céder à la panique quand on constate ce genre de choses. Et d'ailleurs, oui, vous vouliez intervenir peut-être, mais oui. Moi, dans la panique, c'est aussi, ça fait partie des vieux adages boursiers, c'est que quand ça baisse, on investit. Et moi, aujourd'hui, un client qui a des liquidités et qui est à moins 20 sur un portefeuille action, c'est peut-être le moment aussi de renforcer et au contraire d'investir. Très contre-intuitif pour le coup de se dire tiens, j'ai perdu de l'argent mais je vais en réinvestir. Mais c'est de la bonne gestion et là aussi c'est tarte à la crème. Et c'est un vieil adage. On vend quand ça monte et on investit quand ça baisse et c'est ce qui est le plus efficace et quand on entend que c'est très compliqué, c'est généralement les bons moments pour investir et c'est là qu'on fait les bonnes affaires. C'était ce bon vieux Warren qui nous disait que soyez avide quand tout le monde a peur, ayez peur quand tout le monde est avide. Alors très bien, mais sans vouloir vous contredire à chaque question, mais qu'est-ce que je fais si dans un moment comme celui-là, et ça chacun est libre de penser ce qu'il veut, je pense que ça va continuer à baisser. Si vous avez une grosse conviction, il faut aussi s'écouter à un moment. Mais c'est important aussi de toujours avoir une ligne exposée. C'est important de toujours avoir un pied dans le marché et de piloter avec ce pied dans le marché son exposition. Il ne faut pas faire des allers-retours 0-100. C'est le risque de se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. C'est investir trop. C'est déjà le bon moment, bon endroit.
Voilà, c'est jamais faire du market timing est hyper compliqué. Et on le voit quand il y a des grosses périodes de baisse, il y a aussi quelques heures, quelques journées qu'il ne faut pas rater de rebond. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans le marché. Ensuite, piloter son exposition, dire aujourd'hui je suis exposé à 20% d'actions, je passe à 40 parce que j'ai une conviction, ça peut avoir du sens. Mais dire je passe de 40 à 0, de 0 à 60, ça, c'est le meilleur moyen de se prendre dans la tête une porte de saloon. Xavier Pour compléter, ouais. Mais si on est dans votre analyse perso vous conduit à penser que les marchés vont baisser, ben là, la première des réponses, c'est de vous mettre sur des placements sans risque, en fait. Sur des placements à capital garanti. Donc d'aller sur du mais là, fonds par euro, contre, il ne va pas falloir essayer de battre l'inflation ou des choses comme ça. Vous voyez, oui, mais c'est ça. Vous êtes sûr de ne pas perdre, vous allez gagner un peu. Il y a sans doute maintenant des nouvelles solutions grâce à la remontée des taux d'intérêt qui vont arriver ou qui arrivent via des produits structurés où finalement vous allez réussir à aller chercher du rendement et du capital garanti. Donc ça se regarde, mais ça va être du 3-4%. Ça dépend de votre engagement de détention du produit, mais ça va être un peu rémunérateur. C'est sûr, vous n'allez pas perdre. Mais c'est la première des réponses. Si vous ne voulez absolument pas perdre parce que vous pensez que les marchés vont baisser, ben en pondération, en tout cas, vous pouvez mettre un peu plus sur ces produits-là, sans risque, mais faiblement rémunérateur. Ça veut dire qu'on fait évoluer aussi son profil de risque. Parce que passer d'un profil où on était très investi à quelque chose de totalement garanti en capital, ça veut dire qu'en tant qu'investisseur, on a aussi fait évoluer son profil. Les clients, généralement, enfin du moins ceux que j'ai moi, et desquels je suis le patrimoine, généralement ils sont soit très sécures, soit ils acceptent une part de risque. Et on identifie la part du patrimoine sur laquelle on prend du risque. Donc faire ces allers-retours sont très compliqués. Et vous voyez ces profils évoluer en fonction des contextes de marché. Par exemple, quand les marchés montent, il y a plus de gens qui sont prêts à prendre du risque. Quand ils baissent, ils sont un peu moins nombreux ou pas forcément? En tout cas, ceux qui n'étaient pas prêts à prendre du risque se révèlent dans une période de baisse. Ça, c'est une certitude. Mais généralement, ça se passe bien parce que les sommes qu'on met sur de l'investissement risqué, c'est des sommes où quand on conseille le client, on lui dit bon ben là vous investissez à 8 ou 10 ans. Et aujourd'hui justement sur un marché baissier, dire on est à moins 20, moins 25, moins 30 sur les marchés, quelqu'un qui investit à 8 ans ou à 10 ans, aujourd'hui c'est les soldes. Mais je rebondis sur ce que nous disait Xavier Prin. C'est vrai qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir est-ce que je suis dans un investissement qui va me rapporter 0 ou 1%, mais qui n'arrivera jamais à battre l'inflation, ou est-ce que j'ai envie d'aller prendre du risque pour tenter de battre l'inflation, au risque de me retrouver à moins 15 ou moins 20? Ça, c'est la stratégie qu'on fait avant de démarrer l'investissement. C'est ça, c'est pas quand on est face à ces placements. C'est quand on est face... Et faire évoluer son profil de risque et son investissement en fonction de l'évolution de ses placements, là, ça va très probablement mener à des catastrophes financières. Bon, vous l'aurez remarqué, on a évoqué ça de manière générale. On a beaucoup parlé marché financier, mais je pense que ça s'applique également à de la valorisation immobilière ou autre. Dernière question que je vais vous poser à tous les deux. Je vais commencer avec vous, Xavier Prin. Vous serez peut-être d'accord ou non. C'est quand on fait face à une baisse de ses placements, rapidement, est-ce qu'il faut suivre son portefeuille tous les jours ? Moi, je pense que ça dépend sur quoi vous êtes investi, si vous avez délégué ou pas la gestion de votre placement. Si vous êtes sur des actions en direct, par exemple, oui, il faut le suivre tous les jours. Il faut déjà comprendre les actions sur lesquelles on a investi et suivre leur actualité tous les jours. Ça, c'est oui. Après, sur des placements plus long terme, ça dépend. Il y a un autre truc que je voudrais dire en regardant le titre de l'émission, c'est parler des frais. C'est vrai que quand tout va mal, des frais en moins, c'est du capital en plus à la fin de son investissement quand même. Donc je pense que là aussi, ça n'a jamais été aussi vrai de voir combien je paye pour investir sur telle ou telle chose. Parce que quand j'ai une durée d'investissement qui est très longue, des frais en moins tous les ans, à la fin des fins, ça se transforme en capital en plus. Donc désolé, mais je me permets d'insister sur ce point-là. Effectivement, notamment si on fait beaucoup de choix de vente et d'achat également, effectivement, c'est à prendre en compte. François-Xavier Serre, vraiment en 3 secondes, est-ce qu'on suit ces investissements tous les jours ou non ? Quand on a délégué ces investissements à une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine, il faut faire le dos rond dans ces périodes de baisse. Et non, regarder tous les jours, c'est pas une bonne idée. Il ne faut pas se faire mal. Et en période de baisse, partez à la plage, oubliez vos placements et laissez les professionnels bosser. Merci François-Xavier Serre, président fondateur de Terra et Patrimoine. Merci Xavier Prin, directeur marketing de Boursorama. Merci à vous également et on se retrouve demain à 13h sur Bismart.